Donc, juste pour vous donner un exemple ici, c'est mon ami, le premier ministre de l'Alberta avec son chapeau de cow-boy, qui nous dit que, dans le fond, tu sais, avoir une reconnaissance de la compétence provinciale en matière d'immigration, ça sera aussi important pour l'Alberta et pour son futur et pour son développement économique que la reconnaissance de sa compétence en matière de ressources naturelles. Donc, on peut voir un peu le parallèle qui est fait, c'est quand même important. Puis, si on pense à l'Alberta, puis, tu sais, au pétrole, je veux dire, bon, c'est assez considérable. Donc, la fédéralisation, c'est un mouvement d'élite. C'est un mouvement qui n'a pas été basé nécessairement sur des mouvements sociaux ou sur les besoins des nouveaux arrivants sur le terrain, mais ça a quand même eu comme effet le développement d'interventions provinciales, la création d'administrations publiques, la création de ministres de l'immigration, la création de nouvelles politiques et aussi l'augmentation du financement dans plusieurs provinces pour l'intégration des nouveaux arrivants. Donc là, pour ce qui reste de la présentation, je veux juste vous montrer un peu de quoi ça peut avoir l'air dans d'autres provinces, parce que vous connaissez, j'imagine, beaucoup l'architecture des programmes québécois, mais tu sais, qu'est-ce qui se passe en Saskatchewan? Nous allons le savoir dans un instant. Alors, les impacts de la fédéralisation sont doubles. Hein. Premièrement, c'est qu'on passe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à un paysage dualiste, donc Québec versus reste du Canada, à un paysage que j'appelle plus d'une mosaïque. Là. Donc, on a plusieurs modèles d'intégration des immigrants, plusieurs modèles de sélection des immigrants, plusieurs architectures de programmes différentes et tout ça, qui vont vraiment varier d'une province à l'autre, ce qui peut-être que je serais intéressée à le savoir pendant notre discussion, en fait, mais ce qui, dans plusieurs provinces à l'extérieur du Québec, pose beaucoup de problèmes parce que les nouveaux arrivants bougent d'une province à l'autre et font l'expérience de diverses configurations de programmes. Et donc, ça peut vraiment créer des problèmes. Et le deuxième impact, c'est vraiment la naissance de nouvelles dynamiques en matière de relations intergouvernementales en immigration. Parce que les provinces ont découvert l'immigration comme étant la solution à tous leurs maux. Et ça veut dire qu'elles veulent de plus en plus de pouvoir, elles veulent de plus en plus de ressources, elles veulent de plus en plus d'influence sur la gouvernance de l'immigration au Canada. C'est petit. Suivez-moi, puis on va en parler. OK. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, on passe vraiment d'un modèle qui est Québec versus un modèle à plusieurs provinces, une espèce de mosaïque. Une grosse partie de l'ouvrage, c'est en fait de comparer les politiques et programmes en sélection des nouveaux arrivants et pour ce qui est de leur intégration aussi dans les 10 provinces. Donc, on regarde non seulement les discours provinciaux, mais on regarde aussi les sommes qui sont investies et l'arrimage entre les programmes de sélection et les programmes d'intégration. On arrive à un résultat extrêmement surprenant, c'est que le Québec est différent, certes, mais le Québec ressemble au Manitoba. OK. Ça, c'est le gros scoop, là, cet après-midi. En tout cas, moi, je trouve ça très intéressant. Mais ce qu'on voit vraiment, c'est que, bon, il y a des variations entre les provinces au niveau des logiques dominantes en ce qui a trait à la sélection des immigrants. Il y a des variations en ce qui a trait au recrutement des immigrants et en ce qui a trait à leur intégration. Mais que plutôt que d'avoir 10 modèles, donc 10 provinces qui font des choses différentes, on a ce qu'on appelle une variation structurée. Donc, on a des espèces de grappes autour desquelles les provinces se regroupent. Donc, on peut voir que les motivations sont semblables en ce qui a trait à l'identification de l'immigration comme cette ressource, mais que après ça se décline de façon différente. Puis si vous n'avez pas besoin, ne copiez pas ça, là, si jamais, je peux vous l'envoyer, parce qu'il y a beaucoup de papier, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, au Québec, c'est sûr qu'il y a l'aspect linguistique, mais au Manitoba, il y a vraiment l'aspect non seulement démographique, mais linguistique aussi. C'est surprenant, mais on sélectionne beaucoup des immigrants sur la base de leurs compétences linguistiques, soit en français ou en anglais. En Alberta et en Saskatchewan, on a ce qu'on appelle un modèle passerelle qui a vraiment comme logique dominante l'immigration pour répondre aux besoins à court et moyen terme du marché de l'emploi et on va y revenir dans une minute. En Ontario et en Colombie-Britannique, les provinces qui reçoivent quand même le plus de nouveaux arrivants, on s'intéresse beaucoup plus à
limiter les conséquences de l'immigration parce qu'on a un influx important de nouveaux arrivants et on craint certaines des conséquences qui sont liées à ça. Et dans les provinces atlantiques, là, on est vraiment dans ce qu'on appelle le jeu de la survie démographique. Donc, le maintien de communautés vibrantes juste en s'assurant qu'il y ait du monde, peu importe ce qui se passe. Donc, on est beaucoup plus dans l'attraction de nouveaux arrivants en masse et beaucoup moins dans leur intégration parce qu'on espère que ça va fonctionner, mais ça fonctionne plus ou moins. Je vais passer le reste de cette section-là à vous parler du mode d'intervention passerelle. Donc, du mode d'intervention, de la façon dont l'Alberta et la Saskatchewan sélectionnent et attirent des nouveaux arrivants. Pourquoi je veux faire ça? Il y a deux raisons pourquoi je vais faire ça. La première, c'est que vous êtes sans doute au courant que le gouvernement fédéral a mis en place un nouveau système pour la sélection des nouveaux arrivants. C'est pas vraiment pour la sélection, c'est plus pour la gestion des demandes d'immigration. C'est un modèle qui s'appelle le modèle d'entrée express. J'ai une petite diapo là-dessus plus tard. Mais ce qui est important de savoir, c'est que ce modèle-là est extrêmement inspiré du mode d'intervention de l'Alberta et de la Saskatchewan. Mais la deuxième raison pourquoi je pense que c'est important de comprendre un peu plus ce que ces provinces font, c'est que le Québec aussi, vous le savez, vient de changer sa politique et souhaite aussi mettre en place un modèle qui est similaire à celui que le gouvernement fédéral a mis en place. Donc, on voit vraiment que cette espèce d'innovation-là à l'échelle de ces deux provinces-là commence à avoir un effet de contagion dans d'autres provinces. Donc, si on veut vraiment comprendre ce qui va se passer chez nous puis ce qui se passe à l'échelle du Canada, bien, ça vaut la peine un peu de comprendre ce qui se passe dans ces deux provinces-là. Alors, encore une fois, citation en anglais. Donc, la première chose à noter, c'est que dans ces deux provinces-là, la logique dominante pour ce qui est de la sélection et de l'intégration, donc les deux dimensions, c'est vraiment la réponse aux besoins exprimés par le marché de l'emploi. Donc, on s'intéresse peu aux questions démographiques, aux questions sociales, mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir s'assurer que le marché de l'emploi peut continuer à fonctionner malgré la présence de pénurie de main-d'œuvre ou malgré la présence de pénurie de gens spécifiquement qualifiés. Donc ici, c'est très clair, le gouvernement le dit, la province va continuer à augmenter l'immigration pour aider à rencontrer ou à répondre aux besoins qui existent depuis longtemps pour ce qui est d'employés ou de personnes qui sont très qualifiées. Puis on parle bien entendu des retraites des baby boomers et du fait que ça va créer des pénuries de main-d'œuvre. Donc, à toutes les fois qu'on parle d'immigration, c'est en utilisant ce besoin-là économique. Un autre exemple ici de l'Alberta. Donc, même s'il y a des tonnes de personnes qui déménagent en Alberta à chaque année, notre économie est toujours, a toujours besoin de personnes pour répondre aux signes, aux annonces qui disent qu'on a besoin d'employés dans toute la province. Donc, encore une fois, c'est la raison qui justifie l'intervention de la province. Donc, cette logique dominante-là se base vraiment sur cette figure-là de l'immigrant comme étant un travailleur. Donc, la majorité des programmes sont basés sur cette image-là de l'immigrant travailleur et vous ne serez pas surpris si vous travaillez, si vous avez travaillé moindrement dans des programmes liés à ça, c'est que cette figure-là tend à être une figure qui est identifiée comme étant mâle, comme souvent étant comme la personne qui va qui va servir les besoins de sa famille et c'est souvent des programmes qui sont basés aussi sur l'idée qu'il va avoir un soutien à la maison, donc la sphère domestique est gérée par quelqu'un qui va rester derrière. Désolée. Dans ce cadre-là, les partenaires centraux sont vraiment considérés comme étant les acteurs économiques, les employeurs, les industries spécifiques, mais les acteurs du milieu communautaire, les organismes de prestation de services tendent à être vraiment à la remorque de ces acteurs économiques-là. Donc, on va tout d'abord écouter ces gens-là, les besoins de ces gens-là, puis on va même donner à ces gens-là la capacité d'être actifs dans l'intégration de nouveaux arrivants, puis après, s'il reste des problèmes, on va appeler les organismes communautaires. En termes de recrutement des nouveaux arrivants, on tend à recruter de façon quand même agressive et d'augmenter d'année en année les niveaux, chose qu'on voit cette fois-ci au Québec aussi. On recrute en lien avec des besoins en main-d'œuvre exprimés
plutôt qu'en termes de capital humain. Donc, ça va être cette année, on a besoin de 26 000 soudeurs, c'est ce qu'on va sélectionner, ou cette année, on a besoin de chauffeurs de camions, c'est ce qu'on va sélectionner. L'idée étant vraiment là, bien entendu, qu'on va être capable de répondre aux besoins du marché de l'emploi local, mais il y a aussi sous-tendant ça, comme c'est dans le cas du nouveau modèle fédéral, l'idée que si le nouvel arrivant est vraiment en mesure de se trouver un emploi rapidement, on va être capable de s'assurer d'une intégration économique plus efficace versus ce qui se passait avec le modèle du capital humain. Les critères de sélection sont avant tout occupationnels, donc beaucoup moins liés à l'éducation, aux connaissances des langues, mais vraiment compétences et capacité de travailler dans une occupation qui est souvent beaucoup moins qualifiée que ce qui est demandé au fédéral. Et on note dans ces deux provinces-là une transition considérable des travailleurs étrangers temporaires en candidat des provinces. Donc, ce que les provinces font beaucoup, c'est qu'ils identifient des gens qui sont déjà sur les territoires provinciaux avec un permis de travail temporaire et tendent à les sélectionner pour la résidence permanente basée sur leur programme provincial. Donc, c'est vraiment de dire, ah ben l'intégration d'emploi est déjà faite. Donc, c'est vraiment un système presque à deux étapes. Donc, on arrive au Canada sur la base du programme des travailleurs étrangers temporaires et ensuite, on reçoit la résidence permanente parce qu'on a déjà une offre d'emploi et que notre employeur est satisfait de nous. En termes d'intégration, ce que ça donne, donc, ces deux provinces-là financent des programmes, financent des programmes indépendamment du gouvernement fédéral. C'est pas comme dans le cas du Québec où le gouvernement fédéral n'a pas le droit de livrer des programmes aux nouveaux arrivants, mais c'est vraiment plus que la province complémente les programmes fédéraux, mais la majorité de ces programmes sont encore une fois basés sur l'accès en emploi. Donc, ce qu'on appelle en anglais des bridging programmes, donc des programmes de passerelle qui vont permettre aux gens d'accéder à une expérience canadienne, qui vont permettre aux gens d'entrer en entreprise pour ensuite être en mesure de travailler plus rapidement. Et c'est bien entendu aussi au niveau de la reconnaissance des compétences et des titres à l'étranger que la province est extrêmement active. Donc, il y a eu beaucoup d'avancées dans ces deux provinces-là au niveau des ordres professionnels, au niveau de la reconnaissance de l'expérience et tout ça qui sont très intéressantes. On fait de l'enseignement des langues, mais parce qu'on est avant tout axé sur l'intégration économique, on le finance seulement en milieu de travail. Donc, vous avez un emploi, super, on va s'assurer que vous parlez anglais maintenant, c'est bien. Alors, c'est un peu différent, bien entendu. C'est sûr que le gouvernement fédéral continue à donner des cours de langue dans le cadre de son programme plus général, mais la province est extrêmement active à enseigner l'anglais professionnel aux gens en milieu de travail. Et souvent, c'est fait aussi en lien avec des acteurs économiques, ce qui m'arrive ici justement au rôle considérable qui est donné aux employeurs pour l'établissement des nouveaux arrivants. Dans ces provinces-là, il y a même des firmes, des compagnies, on peut penser à Maple Leaf, entre autres, qui a plusieurs usines dans la région, dans les prairies, donc Maple Leaf là, qui font de la viande, là, qui s'occupent de l'établissement et de l'intégration des nouveaux arrivants qui travaillent pour eux et tout ça, et qui vont donner des cours en milieu d'emploi et tout ça. Donc, on vient presque à un modèle qu'on avait dans les années 40, 50, où on créait une ville, puis on envoyait des gens au Saguenay ou en Abitibi s'installer, puis là, on construisait des maisons pour eux, on enseignait aux enfants, puis tout ça. Donc, on est un peu dans cette même logique-là, mais tout ça basé autour de l'accès à l'emploi. Donc, si vous avez un emploi et si vous êtes employable, vous avez droit à des bénéfices, vous avez droit à des services, mais si vous tombez en marge de ce modèle-là, bien, c'est vraiment plus difficile de recevoir de l'aide. Et finalement, pas surprenant, mais ça vaut la peine de souligner l'évidence, les dimensions sociales et culturelles de l'intégration sont plutôt laissées de côté. Puis on considère que c'est vraiment le travail du privé, mais plutôt de la sphère privée ou des groupes communautaires et tout ça, de faire ça, mais c'est pas vu comme étant vraiment un élément que le gouvernement doit financer et soutenir chez les nouveaux arrivants. L'idée étant vraiment que si vous avez un emploi, tout va suivre. OK. J'ai pas beaucoup de temps, donc je vais terminer bientôt. Je vais juste vous dire que, en plus d'avoir cette multiplication-là des modèles
à l'échelle des provinces pour ce qui est de l'intégration et de la sélection des immigrants, une grande conséquence de la fédéralisation de l'immigration, c'est ça. OK? Ça, c'est une rencontre de l'ancien ministre de l'Immigration fédérale, Jason Kenney, avec tous les ministres provinciaux de l'immigration. Donc maintenant, la gestion de l'immigration, c'est comme la péréquation, la santé, les ressources naturelles, le Conseil de la Fédération, la Constitution, toutes ces affaires-là. C'est un domaine fédéralisé. Donc, c'est un domaine où est-ce qu'on se chicane, puis qu'on se rencontre entre ministres, puis qu'on se bataille. OK? Donc, je vais laisser ça comme ça, mais juste qu'on passe de, finalement, une personne qui est en mesure de décider de tout vers ce qu'on appelle une gouvernance plus à multiniveau, à multi-acteurs. Donc, c'est sûr que ça a des avantages, parce que si vous n'êtes pas vraiment d'accord avec la direction de la politique fédérale, il y a plus d'avenues d'influence, mais d'un autre côté, c'est sûr que pour le Québec, entre autres, la multiplication de ces acteurs-là fait que l'influence du Québec diminue, parce qu'avant, c'était comme le seul qui avait son petit drapeau, puis là, maintenant, il y en a 9 autres. Donc, il faut se battre un peu plus. OK, je vais passer là-dessus. OK. Et une des conséquences de ça aussi, et de cette fédéralisation-là, ça a été le fait que le gouvernement fédéral est devenu de plus en plus nerveux par rapport à l'intérêt des provinces. Parce que les provinces se sont mis à demander de plus en plus de pouvoir, de plus en plus de ressources, de plus en plus d'argent pour l'intégration des nouveaux arrivants. Puis Ottawa disait, ouais, mais là, tu sais, ça gruge, par exemple, mon programme de sélection économique. Vous me demandez plus d'argent, ça me coûte trop cher. Moi, je veux être la personne aussi qui gère la relation avec les nouveaux arrivants, puis je veux pas que la province nécessairement, tu sais, crée des liens d'appartenance et tout ça. Donc, il y a eu une espèce de réaction par rapport à ce mouvement-là. Il y a eu plusieurs choses, mais je vais juste vous en dire quelques-unes, puis on va s'arrêter après pour parler de l'entrée express. Donc, on a noté, entre autres, après 2010, que le gouvernement fédéral a essayé de limiter la croissance du programme des nominations provinciales, du programme des candidats de la province. Mais ils n'ont pas été en mesure, le gouvernement fédéral n'a pas été en mesure de limiter tant que ça, mais a tenté, malgré tout, d'en limiter la croissance. Le gouvernement fédéral a aussi tenté de ne pas renouveler des ententes en matière de financement des services d'établissement qu'il avait signé avec les provinces dans le cadre du processus de fédéralisation, ce qui a bien entendu créé des tensions intergouvernementales importantes avec les provinces. Mais il a aussi fait d'autres mouvements. Le gouvernement fédéral, après 2010 et surtout après 2011, quand le gouvernement de Stephen Harper est devenu majoritaire à Ottawa, a augmenté de façon presque exponentielle le programme des travailleurs étrangers temporaires au Canada. Donc, vous le savez probablement, le nombre de personnes qui sont maintenant au Canada via ces permis-là a augmenté de façon considérable, mais aussi le type de personnes et le type d'emploi que ces personnes-là peuvent occuper a aussi augmenté. Il y a eu beaucoup d'abus aussi au niveau du type d'emploi. C'est clair que cette croissance-là répond à plusieurs dynamiques, mais cette croissance-là répond aussi aux dynamiques qui sont liées à la fédéralisation de l'immigration. Parce que une des conséquences principales de la mobilisation des provinces envers l'immigration, ça a été de créer des liens très, très forts entre les industries provinciales, les employeurs dans les provinces et le gouvernement de la province. Donc, le fédéral a tenté de revenir un peu à la charge et de créer de nouveaux liens avec ces employeurs-là en disant « Non, non, vous n'avez pas nécessairement besoin d'utiliser le programme de sélection provinciale, c'est peut-être plus compliqué, c'est peut-être plus long et tout ça. Moi, je peux vous amener la main-d'œuvre dont vous avez besoin par le biais de travailleurs étrangers temporaires. » Et ça a été vraiment une espèce de compétition entre les deux ordres de gouvernement à ce niveau-là. Il y a eu aussi la création de liens avec ce que j'appelle des acteurs non traditionnels. Ça voudrait surtout dire, en fait, les villes à l'extérieur du Québec. Donc, le gouvernement fédéral qui a tenté de séduire les villes pour qu'elles mettent en place des programmes d'intégration des nouveaux arrivants et qu'elles se positionnent aussi comme des sites d'attraction des nouveaux arrivants, un peu à l'image de ce que le maire de Montréal, M. Coderre, à l'heure actuelle, tente de faire avec son bureau pour l'intégration des nouveaux arrivants, mais qu'il le fait sans que le gouvernement fédéral lui en parle. Donc, ça, c'est une autre histoire, on peut en parler dans la question, on peut parler du maire si vous voulez, mais c'est une autre histoire. Et le gouvernement fédéral a aussi tenté de renforcer sa relation plus directe avec les nouveaux arrivants à l'extérieur du Québec,
en mettant en place toute une gamme de nouveaux programmes pour l'intégration, avant tout pour l'intégration civique. Donc, on peut penser entre autres à la refonte du guide pour la citoyenneté, mais on peut aussi penser à des choses comme les législations pour la protection en lien avec les consultants en immigration. Super. La conséquence la plus visible, par exemple, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment la création de ce système-là, du système d'entrée express. Donc, combien d'entre vous êtes un peu familiers avec ce nouveau système-là? Non? Pas vraiment? OK. Donc, depuis janvier dernier, si vous faites une demande à l'extérieur du Québec pour immigrer au Canada, que ce soit sur la base d'un programme économique, familial, ou que ce soit sur la base d'un programme à visée plus provinciale, vous devez maintenant utiliser ce système à 2 étapes-là. Donc, la première étape, c'est, là, ça a l'air super cool, là, comme ça, là, mais c'est un peu plus compliqué. La première étape, c'est de créer ce qu'on appelle une espèce de portfolio. Donc, c'est presque comme appliquer pour un emploi. C'est presque comme candidater pour un emploi. Donc, vous faites ce qu'on appelle une demande de candidature auprès du gouvernement fédéral. Et le gouvernement fédéral va noter votre candidature comme à l'habitude, comme c'était fait avant, sur la base d'un système de points, hein, sur la base de questions liées à vos compétences, votre expérience, vos connaissances en langue officielle, votre capacité à vous intégrer, tous ces critères-là. Et si vous êtes en mesure de passer un certain seuil de points, comme c'était le cas avant, vous allez faire votre entrée dans le bassin des immigrants potentiels. OK? Et c'est là où ça change. C'est que ce bassin-là est un bassin qui est valide pour 1 à 2 ans. Ça dépend. OK? Et dans ce bassin-là, vous êtes finalement un peu comme... je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais je vais le dire quand même, parce que c'est l'après-midi. Ouais, moi, j'allais plus faire une genre d'analogie de bar, tu sais, où on va chercher un chum, tu sais, se faire inviter à danser au bal. Je sais pas trop, mais il faut que quelqu'un considère que vous êtes justement un poisson qui peut être pêché. OK? Donc, les employeurs ont accès à ce bassin-là, donc peuvent directement sélectionner quelqu'un et dire: ah ouais, tu sais, j'ai besoin d'un poisson, justement, et donc je vais faire une offre d'emploi à ce poisson-là, et cette personne-là va être capable de sortir du bassin à ce moment-là et de recevoir une invitation à présenter une demande de résidence permanente. OK? À chaque année, le ministre de l'Immigration, pas le Parlement, pas d'experts, c'est le ministre lui-même, décide des points qui sont demandés ou du score qui est demandé pour rentrer dans le bassin, mais décide aussi de c'est quoi le nombre de points qui est nécessaire pour être la crème du bassin. Parce qu'il y a un nombre particulier, la crème du bassin, qui va recevoir automatiquement une offre ou une offre pour présenter une demande de résidence permanente. Ce qui est différent, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que ce bassin-là est vidé à chaque année ou à chaque année et demie. Donc, les candidats qui n'auront pas été sélectionnés vont devoir recommencer le processus à chaque fois. Ce qui change un peu de la façon dont c'était fait avant, parce qu'il y avait un retard considérable au niveau du traitement des demandes. Donc, ça pouvait prendre jusqu'à 6 ou 7 ans pour voir sa demande traitée à Ottawa. Donc, il y a des avantages, c'est évident, mais ça demeure quand même un système qui donne un pouvoir considérable aux employeurs et qui donne aussi un pouvoir considérable au ministre de l'Immigration, qui, lui, peut être aussi, on ne se le cachera pas, là, influencé ou être la cible de lobby économique aussi. Donc, on peut voir que ça change un peu. Donc, les entretiens que j'ai faits, parce que j'ai parlé avec beaucoup de gens à Ottawa, j'ai parlé avec beaucoup de fonctionnaires, beaucoup d'élus ou tout ça, tout le monde dit que c'est vraiment aussi la mise en place de ce système-là et bien entendu une façon de répondre aux problèmes qu'il y avait avec l'ancien système, mais que c'est aussi une façon un peu de couper l'eau au moulin des provinces qui devenaient, bien encore une fois, des sites trop populaires pour la sélection des immigrants. Les nouveaux arrivants tendaient, ou les candidats tendaient à se diriger vers les provinces en raison des délais de traitement pour le programme fédéral. Donc, je passe ça aussi parce que c'est pas très intéressant, mais en quoi ça nous touche? Pour terminer, parce que là, c'est une belle histoire sur le Manitoba, la Saskatchewan, Terre-Neuve et Labrador. Puis moi, j'aime beaucoup les provinces, là, mais c'est pas tout le monde qui aime les provinces. Hein. Donc, pourquoi est-ce que ça nous touche, nous, à Montréal, au Québec? Alors, premièrement,
La fédéralisation de l'immigration augmente la compétition effective pour les nouveaux arrivants. Et au Québec, c'est particulièrement important parce que, vous le savez, la rétention est encore un défi. Il y a beaucoup de gens qui quittent la province et qui s'en vont dans d'autres provinces pour le travail. Mais maintenant qu'il y a aussi des programmes et des ressources pour les nouveaux arrivants que ces gens-là peuvent utiliser, c'est sûr que la compétition augmente, mais que la compétition aussi augmente même avant l'arrivée. Et que la majorité des provinces maintenant ont aussi une capacité ou un désir de sélectionner des immigrants francophones en vertu de la présence de communautés francophones en milieu minoritaire aussi. Donc, même la compétition pour les immigrants francophones augmente. Et de ça, bien entendu, c'est quelque chose que le gouvernement du Québec reconnaît, mais qui va de plus en plus affecter la province. Je pense qu'on commence à avoir une certaine influence sur les politiques québécoises et le nouvel énoncé de politique en témoigne assez bien. Il y a l'idée, encore une fois, de l'augmentation de l'immigration plus générale, mais il y a aussi vraiment cette idée que le principal critère qui devrait guider la sélection des nouveaux arrivants, c'est cet arrimage-là entre les besoins moyens et court terme du marché de l'emploi et les compétences des nouveaux arrivants. Donc, vraiment ce virage-là économique qui est de plus en plus important. Et il y a des pratiques qui commencent à être importées par le gouvernement fédéral après qu'elles aient été la source d'expérimentation dans d'autres provinces. Donc, c'est ça les pratiques qui sont importées. Et finalement, et ça, je pense que c'est vraiment pour nous tous, c'est un mouvement de plus en plus grand vers le discours économique, vers le discours de la ressource, et un mouvement qui marginalise de plus en plus l'aspect social ou les aspects sociaux et culturels liés à l'immigration et à l'intégration. Ce qui fait que ça rend notre travail à nous tous un peu plus difficile, et ce qui fait que ça rend de plus en plus difficile la mobilisation d'acteurs sociaux, d'acteurs communautaires, d'acteurs politiques pour l'investissement de plus de ressources dans ces aspects-là qui sont tout aussi importants que l'intégration économique. Mais cette espèce d'idée-là, cette espèce de consensus-là autour de l'image de l'immigration comme étant quelque chose ou de l'intégration des nouveaux arrivants comme étant quelque chose qui peut se régler juste par l'accès ou par l'accès à l'emploi ou par le fait que la personne va être intégrée économiquement est de plus en plus fort. Donc, je vais m'arrêter là, mais une dernière diapo, juste parce que je sais que ça va vous faire plaisir. Alors, juste comme ça, je vais passer la liste pendant qu'on discute, pendant qu'on parle de tout ça. Nous, à Concordia, on a un centre qui s'appelle le Centre pour l'évaluation des politiques d'immigration et on est très intéressé à créer des liens avec les acteurs de terrain. On s'intéresse beaucoup aux politiques publiques. Donc, on n'est pas tant dans, tu sais, est-ce que l'immigration, c'est bon ou c'est mauvais? On trouve que c'est bon, là, généralement. Là, on s'intéresse pas vraiment au débat polémique et tout ça, mais nous, ce qu'on s'intéresse vraiment, c'est à savoir c'est quoi les politiques qui sont mises en place par le gouvernement du Québec, comment elles sont mises en place sur le terrain. Donc, souvent, c'est beaucoup plus des acteurs comme le Promis qui font ça. Hein? Et comment on peut les évaluer? Comment est-ce qu'on peut penser à leurs impacts? Quels sont les outils que les acteurs comme le Promis et d'autres pourraient utiliser pour faciliter leur travail? Donc, dans le cadre de nos activités, on a un atelier mensuel, donc une fois par mois, où on se rencontre et on parle de nouvelles recherches et tout ça. C'est des fois en anglais, des fois en français, mais surtout, il y a un lunch gratuit. Donc, vous êtes toujours invités. Si vous laissez votre nom, vous pouvez venir et manger nos sandwichs et parler ou pas parler. Il y a des universitaires, mais il y a d'autres choses aussi. Donc, on est toujours vraiment content d'inviter tout le monde. Et surtout, j'imagine qu'il y a plusieurs d'entre vous qui n'avaient jamais mis les pieds à Concordia, même si on est super sympathique. Donc, ça peut être le fun. On a aussi plusieurs événements qu'on organise. Par exemple, des conférences. Dans quelques semaines, on a un historien qui s'appelle Sean Mills, qui a écrit un livre sur les relations entre Haïti et le Québec, les relations migratoires entre Haïti et le Québec, un ouvrage qui va être traduit dans quelques semaines chez Mémoire d'Encrier. Donc, il va parler un peu de cette relation historique-là entre le Québec et Haïti. C'est un très, très, très beau livre. Donc, ça, ce sont des conférences gratuites aussi auxquelles vous pouvez assister. Donc, je vous invite à laisser votre nom et si jamais vous cherchez de l'aide pour faire des recherches, quoi que ce soit, nous, on a des étudiants qui sont trop motivés. Donc, on serait toujours content de pouvoir vous aider. Donc, je vais m'arrêter ici, puis je vous remercie de m'avoir écouté. Merci.